Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 30 mars 2021, le Bitcoin est encore en hausse et vaut 57 900 $, mais où s'arrêtera-t-il, j'allais vous demander ? Cet épisode, c'est le numéro 222. Alors, c'est un numéro très très classe, il faut le dire. L'épisode 333 n'aura normalement pas lieu avant 2 ans, si jamais on garde le rythme de production actuel, ce qui est fort probable. Ça nous emmènera en 2023. Ou on pourrait accélérer ou ralentir, va savoir, on verra. J'ai pas eu beaucoup le temps ces derniers temps pour lire ou regarder la télé. J'ai regardé un documentaire qui fera l'objet d'un épisode prochain de Relife, mon podcast de développement personnel. Et sur l'amélioration du quotidien que je co-anime avec mon ami Matt. Alors d'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné, rendez-vous évidemment sans tarder pour vous abonner. Ça s'écrit Relife, R-E-L-I-F-E. C'est aussi le nom d'un manga, Relife. Faudra que je jette un coup d'œil, car ça pourrait être une opportunité pour un épisode de Paraculte, un autre podcast participatif de pop culture où on parle de choses qu'on a aimées. Au programme de cette émission préparée par Guillaume Poggiaspala, Facebook, Twitter et Amazon font face à la pression des politiques américaines. Les CEO, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey et Sundar Pichai répondaient aux questions des femmes et des hommes du Congrès. Alors parfois, c'est difficile de répondre oui ou non à toutes les questions. On va voir ensemble comment ils s'en sont sortis. On aura aussi plusieurs autres actualités à vous partager, parmi lesquelles l'IA, qui pourrait peut-être à l'avenir constituer un revenu universel pour les humains. Tesla, qui accepte désormais les paiements au Bitcoin. Les médias américains et même français qui vendent des propriétés sous la forme de NFT, Non-Fungible Token. Et puis, on parlera aussi de composants avec la pénurie qui n'est pas prête d'en finir, d'Intel qui ne baisse pas les bras face à la concurrence. Évidemment, on parlera aussi un petit peu de jeux vidéo, et quand je dis on, donc c'est moi, Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, accompagné de celui qui est à la pédagogie dans le monde de la tech, ce que le déblocage du porte-container est au canal de Suez. Quelle ironie, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Ouais, salut, oui, effectivement, c'est un énorme truc en plein milieu comme ça, qu'on est très content de voir partir. Ah là là. Non, mais c'est vrai que ça se débloque là, c'est bien quand même. Oui, après et qui nous a tous induit en erreur, puisqu'il s'appelle le Ever Given et il y a marqué Evergreen sur la coque, on comprend rien. Donc en tout cas, il est débloqué, c'est bien. Ça, il y a au moins ça qui s'arrange dans le monde. Un petit mot pour dire que Goldorak a déposé un commentaire sur Podcast Addict. Il a dit super messieurs, continuez comme ça. Et c'est signé d'un vieux geek qui a du X10 dans son tableau depuis 15 ans. Bah merci beaucoup à toi de nous écouter. Merci d'avoir déposé cet avis. Vous aussi, portez vos évaluations sur les applis de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict. Et puis, alors un merci tout particulier à Guillaume Zugmeyer qui a décidé qu'en plus d'écouter le podcast, il fallait qu'il renouvelle son soutien à l'émission chaque semaine. Merci beaucoup Guillaume, et puis vous aussi, accédez à des avantages exclusifs, le chapitrage des émissions, l'absence de pub garantie pour moins d'un paquet de cigarettes par mois. Et je voulais vous faire un petit peu cette analogie parce qu'on a déjà eu des auditeurs qui ont arrêté de fumer et qui ont décidé de soutenir l'émission à la place. Je trouve que c'est autrement mieux investir un budget mensuel que de soutenir Tech Café sur Patreon, que d'acheter des cigarettes. Alors je vous invite à... C'est bon pour la santé. Voilà, Tech Café, c'est bon pour la santé, bien mieux que des cigarettes. Si vous voulez contribuer, en tout cas directement à la professionnalisation de l'activité, faire partie de ceux qui ont garanti la durabilité de l'émission, c'est sur patreon.com/techcafé, TECHCAFE. Le lien est dans les notes de l'épisode. Je voudrais juste faire un petit retour, puisqu'on nous a dit, Guillaume, qu'il fallait pas prononcer Ignite, comme j'avais supposé qu'il fallait le faire, mais bien Ignite. Attends, c'est pas l'inverse ? Non, c'est l'inverse. Il faut dire Ignite et non pas Ignite, je m'y perds. Et on m'a recommandé, mais c'était très bienveillant comme on me l'a dit, mais que Google permettait de vérifier la prononciation des mots. Je trouve que c'est juste du bon esprit et il avait tout à fait raison de nous suggérer ça. Alors je le disais en intro, ça va faire une bonne partie des sujets dont on va aborder dont on va parler dans cette émission. C'est que donc il y a eu encore une audition au Congrès pour les CEO des grandes entreprises de la tech, à commencer par les réseaux sociaux avec évidemment Twitter et Facebook. Et puis on a eu en particulier un Jack Dorsey qui est donc le CEO de Twitter qui a pris un peu la mouche sur la manière dont se passait l'interrogatoire avec les échanges de questions, et il a un peu trollé sur Twitter lui-même, un peu à la Donald Trump, Guillaume. Ouais, il y a encore une audition devant le Congrès, un peu pour les PDG de Twitter, Google et Facebook.
Donc j'ai une audition de pas moins de 6 heures avec des myriades de questions, hein, principalement sur la désinformation, l'extrémisme, mais aussi plein qui partent un petit peu dans tous les sens, avec bien sûr du biais anticonservateur, hein, parce que forcément, et de la protection de l'enfance. Bon, clairement, pour résumer, ça a servi à rien. Le peu de temps dédié à chaque question, ainsi que bon, l'incapacité ou la mauvaise volonté aussi des PDG à être synthétiques, hein, fait que finalement on n'a pratiquement rien appris et que tout le monde en est ressorti assez exaspéré. À tel point que, ouais, fait exceptionnel, il me semble, Jack Dorsey a trollé directement, sinon explicitement, cette audition sur Twitter en publiant un sondage sans aucune question, avec juste un point d'interrogation, et seulement 2 réponses possibles, oui et non. Enfin, oui ou non. Et il l'a fait pendant l'audition. Il l'a fait pendant l'audition, un sondage auquel 64,4% des répondants ont répondu oui. Bon, perso, moi j'aurais dit non, mais bon, vous connaissez mon caractère de cochon, évidemment. Bon. Je suis plutôt du style à dire oui. Mais c'est ça, moi je dis non. Mais tiens, c'est ça. Donc c'est une allusion évidente à l'audition où lui et d'autres ont été exhortés à répondre par oui ou non quand ils commençaient à développer là, des phrases, des réponses un petit peu trop longues, soit parce que la question était compliquée, soit par habitude d'enfumer son monde, hein, je suppose, soit les deux. Bon, on peut dire, Dorsey peut dire ce qu'il veut, hein, mais faire allusion à ce qu'il veut, mais bon, à la décharge du Congrès, la concision et la synthèse sont quand même des qualités qu'on peut attendre lors d'une audition devant des élus, tu vois. Et donc c'était un petit peu cavalier, d'ailleurs, le fait qu'il tweete après ça lui a valu un compliment d'une sénatrice sur sa capacité au multitâche. Bon, franchement, on serait cru au lycée, quoi. C'était vraiment... bon. Mais bon, le troll de Twitter est encore bien pire dans le cas d'Amazon, hein, qui s'y est mis aussi, mais on va y revenir plus tard. Faut dire... C'est vrai que c'est la cour des ados quand même, hein, et encore une fois on parle de Donald Trump, mais on dirait vraiment qu'ils utilisent les comportements d'ados sur Twitter. Il faut dire que chez ces élus, de façon d'un bord comme de l'autre, on sent quand même une nette volonté de légiférer, qui n'est malheureusement pas encore supérieure à la somme de leurs doléances et préoccupations individuelles, quoi. Finalement, l'ordre dispersé avec lequel les attaques politiques sont menées, c'est peut-être la meilleure chance pour les big tech d'être encore tranquille un bon moment. En fait, il y a une seule élue qui avait préparé un projet de loi, c'est Anna Eshoo, et un seul, en fait, un autre avait tenu une réunion voilà, pour discuter un petit peu de la 230. Mais il y a des projets, il y en avait déjà eu, hein, il y avait le Honest Ads Act, ou le Safe Tech Act, d'ailleurs, de Klobuchar, dont on avait peut-être parlé d'ailleurs, hein, ici, et qui sont tombés dans l'oubli. De fait, c'est Zuckerberg qui, dans son témoignage écrit, hein, propose une réforme de la section 230. Hein, il propose d'obliger les plateformes à avoir un dispositif pour détecter les contenus illégaux, mais pas de les tenir pour responsables si un contenu particulier échappe à leur vigilance. Bon, les deux autres, Pichai et Dorsey, sont pas chauds du tout. Ils voudraient bien que rien ne change. Et bon, concernant la violence, hein, oui ou non, votre plateforme a-t-elle joué un rôle dans l'attaque du Capitole ? Par exemple, bon, honnête, hein, Jack Dorsey a répondu oui. Bon, Zuckerberg a dévié le scud vers les utilisateurs. Il a aussi dévié le scud vers sa Cour suprême en ce qui concerne le bannissement de Trump. Hein. C'est vraiment une super idée, cette Cour suprême. Hop, encore une balle évitée. Très très bien. Bon, plus difficile, la question des enfants. Les élus ont paru peu convaincus par les réponses des CEO qui disent faire $0 de recettes pub sur les enfants, tout simplement parce qu'ils n'ont, théoriquement, pas accès à la plateforme. Comme ils se sont révélés assez peu chauds d'ailleurs en ce qui concerne le futur Instagram Kids. Mais bon, là encore, beaucoup de paroles et peu d'actions. Bon, les régulations arrivent, c'est quasi certain, mais elles viendront au moins dans un premier temps plutôt de la FTC et de la House Judiciary Committee, c'est le département de la justice et de la sécurité intérieure, qui va essayer de réguler l'aspect monopole-compétition, l'aspect plus commercial. D'ailleurs, la stratégie de la House Judiciary, là, c'est, aux dernières nouvelles, ce serait pas d'introduire une nouvelle grosse loi, mais plutôt une nuée de petites. Et c'est très malin, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire du lobbying sur 25 projets, et plus facile aussi de trouver un terrain d'entente avec tes adversaires sur au moins certains points. Donc c'est David Cicilline, ou Ciciline, je ne sais pas, qui va s'y coller. Il va aussi travailler sur une réforme de la 230, et du côté de la FTC, c'est Lina Khan, qui est une juriste de 32 ans, qui va probablement intégrer la commission, et elle est étiquetée anti-big tech, parce que son domaine de recherche, c'est le monopole. Elle travaille à l'université de Columbia, et elle travaille sur les GAFAM, et Amazon en particulier. Donc c'est une recrue qui est vraiment brillante, et que les grosses boîtes vont arriver avec beaucoup de circonspection, tout comme l'arrivée d'ailleurs de Tim Wu, qui est devenu conseiller économique à la Maison Blanche, et lui aussi il est de Columbia, et c'est lui en fait, on lui attribue en tout cas la naissance, la paternité de l'expression neutralité du net. Donc il y a un grand combat législatif et juridique qui s'annonce, il va durer un bon moment, et Biden pourra amorcer un tournant historique, hein, sans doute, en tout cas.
Le truc, c'est que je pense que c'est l'enseignement un petit peu de ces auditions, de ces dernières auditions, c'est que c'est bien de mettre la pression sur ces entreprises pour qu'ils continuent à avoir un dialogue et au moins un affrontement des pouvoirs de la part de sociétés vis-à-vis des politiques. Après, je me dis qu'on atteint un peu les limites de l'exercice quand même, hein, et je pense que ça le prouve entre les réactions d'adolescents de certains CEO et les questions qui parfois sont un peu à côté de la plaque et pas forcément dans un souci d'améliorer ou de cadrer les choses, mais plutôt d'essayer de les comprendre. Moi, j'ai le sentiment que c'est plus ce qui se passe dans le cadre de ces auditions. Je suis pas certain que ça puisse continuer à avoir une forte utilité. D'ailleurs, je suis pas certain qu'à l'avenir, ça va se multiplier. J'en sais rien. Je fais un petit peu ma boule de cristal qui sera peut-être érodée, mais j'ai pas l'impression que les auditions des CEO vont continuer. Un petit mot sur Facebook d'ailleurs, hein, puisque on peut relever plusieurs actions qui ont été mises en lumière, qui sont pour le moins bizarre. On pensait qu'on atteindrait un petit peu la limite de toutes les actions bizarres qui peuvent être prises par Facebook, et on a déjà des actions qui ont été relayées par le Guardian qui soulignent à quel point Facebook fait un peu deux poids deux mesures, mais sans justification, vis-à-vis des personnalités publiques, médiatiques et du grand public, Guillaume. Ouais, Facebook a beau essayer d'éviter les balles par tous les moyens, de dire de dire tout le temps que c'est pas sa faute, mais celle des utilisateurs, il est pas super crédible, comme d'ailleurs l'illustre de nouvelles études, et nouvelles poursuites aussi. D'ailleurs, pourquoi Facebook génère-t-il automatiquement des pages pour les groupes suprémacistes blancs, hein, qu'un utilisateur désigne comme son employeur le mouvement universel de la fraternité aryenne, oui, ça existe, et hop, les pages se font toutes seules, et ensuite, elles sont ensuite likées des centaines de fois. Donc c'est Tech Transparency Project qui a aussi trouvé des pages et des groupes faits à la main, hein, malgré le fait que les suprémacistes soient bannis de la plateforme depuis le massacre de Christchurch, depuis 2 ans, quoi. Donc Facebook a parlé de démontrer des moyens de lutte contre les contenus interdits, hein, c'est ce qu'il disait donc lors de l'audition. Mais ces propres outils semblent pas super robustes, hein, puisque mal orthographiés ou reformulés, des centaines de groupes et liens problématiques sont toujours là. Même après les avoir signalés. On nous parle simplement d'un $, qui remplace le S, et ça permettrait de passer à travers les mailles du filet. C'est quand même pas bien compliqué, quoi, tu vois. Bon. Et c'est pareil pour les milices paramilitaires. Hein. Bon, c'est depuis 2018 et des recherches internes même à Facebook que les contenus qui suscitent le plus d'engagement sont aussi les plus controversés. C'est ceux qui génèrent le maximum de polarisation. Hein. Karen Hao l'a encore rappelé et s'est appuyé sur d'autres études, hein, d'ailleurs, qui viennent aussi de l'université de New York. En gros, au plus les gens se battent sur Facebook, au plus de temps ils y passent, et ça, c'est ce que Facebook recherche. Donc c'est pour ça qu'il fait pratiquement rien pour y remédier. Mais bien sûr, ça finit par poser des gros soucis qui se traduisent par des poursuites en justice, hein, comme la plainte que vient de porter Reporters sans frontières contre Facebook. Donc eux, ils estiment que les pratiques de Facebook en matière de désinformation et de discours haineux s'apparentent carrément à des pratiques commerciales trompeuses. Eh bien oui, parce que dans les conditions d'utilisation, Facebook s'engage à maintenir un environnement sûr et sans erreur pour ses utilisateurs. Et alors, tu parles là-dessus, comment interpréter les gigatonnes de n'importe quoi sur les vaccins, le virus, la 5G, QAnon, le platisme, le pouvoir des pierres ou les saunas vaginaux, hein, qu'on trouve sur le réseau. C'est pas évident. Comment interpréter aussi d'ailleurs, effectivement, comme tu l'évoquais, que on puisse proférer des menaces de mort sur des personnalités publiques. Apparemment, ça, c'est toléré. Pourquoi ? Alors que c'est pas toléré, d'ailleurs. Dans une certaine mesure, ça passe. Dans une certaine mesure, ça passe. Bon, écoute, alors, pourquoi pas, tu vois ? Voilà, comment interpréter le racisme, hein, les menaces de mort quasi quotidiennes dont sont victimes certains journalistes, et en particulier ceux de Reporters sans frontières. Et comment surtout comprendre que Facebook promeuve et mette en évidence certains même de ses commentaires comme étant les plus pertinents, hein, donc ça c'est quand même très fort. Donc aussi bien sur Facebook que sur Instagram, Reporters sans frontières attaque Facebook, parce qu'il fait tout simplement pas ce qu'il s'est engagé à faire. Donc c'est quand même cocasse, hein, quand on sait que Mark Zuckerberg, c'est quand même le premier à l'avoir ouvert, quoi, à faire des propositions sur comment réguler les réseaux. C'est quand même terrible. Ça me rappelle une vieille histoire de paille et de poutre, tu sais, dans les yeux des voisins, tout ça, je sais plus trop. De quoi ? De paille et de poudre dans les yeux des voisins ? Mais oui, tu sais, tu vois la paille dans l'œil du voisin, mais tu vois pas la poutre dans le tien. Ah, d'accord, pardon, je connaissais pas du tout l'expression. C'est l'expression de vieux.
Non, ou de breton. L'expression de mamie. De mamie bretonne. Mais je trouve ça, des mamies bretonnes. Je trouve ça très très malin ce que propose, la démarche de Reporters sans frontières, parce que jusque là, quand on critique les dérives des plateformes social media, en l'occurrence de Facebook, on est un peu dans l'arbitrage du qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, surtout plutôt qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral, même si quand on les regarde factuellement, il y en a beaucoup qui sautent aux yeux et qui paraîtraient très évidents. Je pense que dans plein de situations, c'est pas si simple. C'est quand même vachement malin de se baser simplement sur l'affirmation que fait Facebook, qui dit promouvoir un environnement sûr. Du coup, non, et on va vous prouver que c'est pas le cas. Je trouve ça très malin comme démarche, et sauf erreur, c'est inédit. Je suis pas certain qu'il y ait eu une démarche juridique de ce type-là par le passé. On parle presque de tous les GAFAM, mais on n'a pas parlé d'Amazon, et on l'évoquait tout à l'heure. Amazon, eux aussi, prennent position sur Twitter, alors pas sous la plume d'un responsable d'Amazon, mais plutôt avec le compte de News Amazon, qui réagit à des propos politiques. Là, on a vraiment l'impression que c'est effectivement l'adolescent qui est derrière le community manager du compte, qui réagit à chaud et à qui on a laissé plein pouvoir pour réagir. Ça laisse un peu pantois. De quoi s'agit-il, Guillaume ? Il faut voir que il se passe plein de choses pour Amazon en ce moment, puisque depuis cette semaine à Bessemer, en Alabama, il y a les employés d'un entrepôt Amazon qui votent par correspondance pour savoir si oui ou non, oui là encore, ils vont former un syndicat. Donc ce seraient les premiers salariés Amazon US à se syndiquer, et donc ce serait un signe très fort, parce que quand même Amazon c'est le deuxième employeur du pays, derrière Walmart. Et donc à l'origine de tout ça, il y a de nouvelles métriques de productivité mises en place par Amazon qui rendent le travail éreintant, encore plus, et stressant encore plus, et ça confine à l'inhumain. Donc Amazon traque le temps que tu passes à faire une action, mais aussi le temps que tu passes à sans faire d'action. Et si tu suis pas la cadence, c'est le blâme ou la porte. Bon, le problème, c'est que du coup, les employés n'ont plus qu'à peine le temps de manger, voire plus le temps d'aller pisser. De meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires aussi, parce que l'augmentation du salaire à l'entrepôt B, alors c'est le BHM1 si vous voulez savoir, il n'a pas suivi du tout le cours de l'action Amazon, vous vous doutez bien. Donc c'est du très classique en vrai. Meilleur salaire, meilleures conditions de travail, mais ça serait quand même une première pour Amazon qui a toujours lutté férocement contre toute tentative de syndicat, et étonnamment au premier abord, le mouvement Black Lives Matter y est pour quelque chose, puisque la majorité des employés sont blacks, et ils en ont marre d'être traités n'importe comment, et le mouvement les a galvanisés finalement pour s'unir. C'est un mouvement qui pourrait aussi faire tache d'huile chez Amazon, dans un premier temps, et déborder bien au-delà. Et donc il y a du travail, parce que, contrairement à ce que claironne Amazon, son salaire minimum de $15 de l'heure est pas si attractif, si on le considère, si on le compare à boulot égal, si tu veux, chez d'autres employeurs du secteur. Donc Amazon, comme toujours, a été assez agressif dans sa contre-attaque, donc il y a eu des avalanches de textos, des pubs Facebook ciblées, dissuasives, il y a eu un forcing pour mener le vote en présentiel aussi, et bon, quand ça a foiré, il y a aussi des courriers qui ont tenté d'amener les gens à voter contre. Donc le comptage devrait avoir lieu aujourd'hui, donc mardi, donc les pronostics sont bons, mais c'est pas gagné non plus. Donc Amazon se sent menacé. Bernie Sanders, d'ailleurs, a visité l'entrepôt vendredi dernier, et c'est là qu'Amazon s'est lancé dans du trolling sur Twitter, qui est assez incroyable. Incroyable parce que les tweets, donc c'est contre Warren, Sanders et Mark Pocan aussi, sont pas très respectueux déjà, mais surtout, ils sont quand même d'une mauvaise foi incroyable, puisqu'à Mark Pocan, Amazon a envoyé « Vous ne croyez pas sérieusement à cette histoire de pipi dans des bouteilles ?» Oui, parce que voilà, ce tweet a suscité un véritable pipigate, parce que voilà, Amazon nie le fait que des employés qui n'ont même plus le temps d'aller pisser, se soulagent à l'occasion dans des bouteilles. Donc ça n'est suivi. Bon, ils ont nié, ils auraient pas dû, parce qu'il s'en est suivi une cascade de pipi en bouteille, sur les photos, sur les réseaux, photos à l'appui, quoi. Mais pas que, parce qu'à la limite, ce serait des photos, on pourrait ne pas prendre ça pour preuve, mais il y a des courriers aussi d'Amazon qui ont été publiés, qui montrent que justement c'est un sujet pour eux. Mais oui, mais carrément, et plus sérieusement d'ailleurs, Vice et The Intercept ont recueilli un torrent de témoignages, et d'abord pipi en bouteille est devenu un hashtag et un mème d'ailleurs, au passage, et The Intercept affirme même qu'Amazon était au courant, effectivement, et reste quand même dans le déni. Et du reste, bon, avec Elizabeth Warren, le stagiaire de lycée, donc probablement chargé du compte de Twitter Amazon, est pas moins agressif, il est pas plus crédible. En fait, il dit que Warren voudrait démanteler Amazon pour éviter qu'elle ne la critique.
Bon, quand elle dit qu'Amazon fait de l'optimisation fiscale, on lui répond que c'est elle qui crée les lois et qu'Amazon les suit. Donc là, on croit rêver, quoi. Warren n'a pas créé toutes les lois fiscales, et c'est surtout un problème international, tu vois, c'est pas seulement un problème local. C'est une communication quand même très simpliste et de mauvaise foi qui est vraiment étrange venant d'une grosse boîte comme Amazon. Et puis bon, pour finir, attention, ça concerne pas que le pipi. Certains avouent aussi faire caca dans des sacs. Mais bon, peut-être qu'Amazon a trouvé la solution finalement, puisqu'en Californie, des employés attaquent parce qu'ils n'ont plus le temps d'aller manger. Mais oui, quel génie! Voilà! Si les employés arrêtent de manger et de boire, il n'y a plus de problème de pipi en bouteille, caca dans des sacs. Il suffisait d'y penser. C'est tellement malin. C'est tellement malin. C'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est très déroutant, ce type de com sur des sujets aussi importants qui méritent probablement beaucoup plus de communication. Je suis pas certain que quelques tweets enchaînés à la va-vite permettent d'améliorer leur image et de convaincre l'opinion publique, et encore moins les politiques. Mais effectivement, ça mérite d'aller creuser, hein. Les liens sont dans les notes de l'émission pour aller voir tous les articles sur le Pipigate. Ça vaut le coup. Il n'y a pas que chez Amazon que les collaborateurs se soulèvent à leur manière contre les difficultés amenées par leur employeur. Il y a aussi ceux qui justement voudraient faire reconnaître le fait que les sociétés qui les payent sont leurs employeurs, et c'était pas parti gagné d'avance, mais en tout cas du côté de chez Uber et Lyft, il y a du nouveau, Guillaume. En Espagne, oui, une présomption de salariat a été votée pour les livreurs à domicile, donc pensez Uber Eats et Deliveroo. Donc ils deviennent ainsi des salariés, ils ne sont plus considérés comme des entrepreneurs. C'est vrai que je sais pas si tu considérais un mec à vélo qui t'apporte ta pizza comme un entrepreneur, mais c'était le cas. Donc voilà, c'est une première en Europe, hein, suivie par l'Angleterre d'ailleurs, où Uber est désormais considéré aussi comme un employeur. Donc il y a 70 000 chauffeurs qui deviennent de fait des employés avec salaire minimum et couverture sociale obligatoire. Et donc le reclassement de ces chauffeurs devrait quand même coûter 500 millions de dollars à Uber, avec peut-être 30% de coopérationnel en plus, ce qui est quand même un coup dur pour lui, hein. Londres est un marché énorme, il y a quand même 45 000 chauffeurs rien que dans la capitale. L'Angleterre, c'est 6,4% du chiffre d'affaires d'Uber, et pourtant, après 5 ans de bataille quand même, tout le monde semble être tombé d'accord. Donc d'accord, oui, mais presque, parce que Uber, en fait, ne compte donner le salaire minimum horaire à ses chauffeurs que pendant les courses, et pas entre les courses. Évidemment, ça fait une énorme différence, et ça explique un peu mieux pourquoi Uber semble avoir concédé, hein, parce que ça rappelle la loi californienne où les chauffeurs sont payés 120% du salaire minimum en course et rien hors course. Donc Uber dit que ça préserve la flexibilité pour ses employés, mais bon, évidemment, certains chauffeurs sont pas vraiment contents, donc c'est un peu délicat, disons, mais on comprend mieux, quoi. Le point qu'on avait déjà abordé dans un précédent épisode était quand même celui ils arrivaient à comparer en gros les vendeurs en ligne sur les plateformes comme eBay, ce qui est déroutant, quoi, parce que je trouve que l'analogie ne marche pour le coup pas du tout entre quelqu'un qui arrive à faire des courses via une plateforme et quelqu'un qui vend ses produits en fixant lui-même le prix, qui touche tout directement. Bref. On a un dernier élément de régulation, alors qui concerne pas cette fois-ci les employés ou les collaborateurs, mais c'est les fameuses pratiques des plateformes Apple et Google pour les applications, avec l'Arizona qui travaillait sur une régulation et la manière de commercialiser les apps pour ces sociétés. Vous vous souvenez bien sûr de la loi HB 2005 ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, oui, évidemment, certainement pas comme ça, mais c'était le projet de loi arizonienne, hein, qui allait réguler les App Store de Google et Apple, en libérant les devs de l'obligation d'utiliser les moyens de paiement des plateformes. Ce truc, donc il devait être voté la semaine dernière, qui avait des bonnes chances de passer d'ailleurs, il ne l'a jamais été, il a jamais été voté, il a disparu du planning. Ils ont perdu les papiers, je crois. Écoute, c'est assez incroyable, il a disparu du planning sans aucune explication. Enfin, c'est l'explication officielle. Après, l'explication officieuse, c'est qu'il semblerait qu'Apple ait engagé Doug Ducey, qui est chef du personnel du gouvernement d'Arizona, et qu'il ait fait un deal de dernière minute. Alors si c'est bien le cas, c'est un extraordinaire exemple de démocratie à l'œuvre quand même, où une loi pendue par des élus se fait court-circuiter par une grosse boîte privée à coup de lobbying sauvage et plein complètement opaque. Donc c'est même pire que du lobbying à ce stade, parce que du lobbying, ça surfe un petit peu avec la légalité en faisant de l'influence, mais là on emmenait carrément, on débauche le mec, quoi. Et comme on ne taxe pas d'être partisan, puisque les démocrates étaient même plutôt contre cette loi, elle faisait pas du tout l'unanimité, mais je trouve cette ingérence, si elle est avérée, assez incroyable, hein. C'est ni très discret, ni très subtil ou délicat. Bon,
Je suis. Tu sais que plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, si on en sait plus, voilà, je relayerai. Peut-être que ça va revenir. Peut-être qu'on est mauvaise langue et peut-être que ça va revenir. Et délicat. Enfin bon. Mais bon, tu sais ce qui est subtil et délicat par contre? Non, les touches d'un Mac, par exemple? Les papillons. Mais oui, les papillons. Tu sais, les papillons sont si fins, presque diaphanes. Et les papillons sont très fragiles et sont peut-être trop pour vos gros doigts de malotru, sans doute. C'est pour ça que si vous avez acheté entre 2015 et 2017 dans un des 7 États américains où la class action contre le scandale des claviers papillons est menée, vous pouvez espérer avoir une compensation à votre frustration d'avoir pété votre clavier au bout de 3 mois sur une machine à 2500 balles. Bon, de quoi donner des idées aux propriétaires de papillons français, peut-être, dont tu fais partie? Non. Si, clairement, je fais partie des gens qui ont un MacBook avec un clavier papillon. Et il m'est arrivé déjà 2-3 fois d'avoir besoin d'envoyer un gros coup de soufflette pour que je n'ai pas une touche qui reste coincée. Enfin, la touche était pas coincée, mais la saisie était coincée. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui est pas fiable et qui nécessite un soin particulier. Alors je pense avoir durablement réglé le problème malgré moi, en laissant le Mac fermé et en utilisant un écran externe, en n'utilisant pas le clavier. Comme ça, le problème est réglé. Non, mais je m'en sers comme ça parce que l'écran est évidemment beaucoup plus confortable qu'un écran d'ordinateur portable, un écran externe, mais il faut reconnaître que c'est quand même extrêmement vexant. Et surtout, c'est une honte pour le grand public qui a acheté ce produit. D'autant plus une honte qu'ils ont persisté pendant plusieurs années quand même. C'est-à-dire qu'ils pourraient avoir, dès que les premiers signes ont été montrés, faire, entre guillemets, amende honorable et puis évoluer. Et non, ils ont persisté pendant des années dans la commercialisation de ce truc, ce qui est parfaitement déroutant. Allez, on change de rubrique, mais vous allez voir qu'on va avoir là encore toute une succession de news avec des différents sujets qui vont s'enchaîner les uns avec les autres, mais on continue en tout cas à parler d'Apple, non pas pour ses produits, mais quoique pour sa carte bancaire. On avait déjà parlé du fait que la carte de crédit Apple, Guillaume, était amenée à autoriser des plafonds de crédit plus importants pour les hommes que pour les femmes, à conditions équivalentes. Ouais, enfin, tu te souviens, c'était vrai, effectivement, ce scandale, la sortie de la carte de crédit Apple, qui semblait donner un plafond plus bas à certaines épouses par rapport à leur mari. C'est ce qu'avait relayé certains sur Twitter, dont Steve Wozniak d'ailleurs. Le département des services financiers de l'État de New York a lancé une enquête quand même là-dessus et a conclu qu'en fait, non, c'était pas le cas. Donc, les critères utilisés par Goldman Sachs, qui s'occupe de la partie crédit tout simplement de l'Apple Card, donc elle définit les plafonds comme toutes les banques en fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça se baserait sur l'historique de la personne, mais pas du tout sur son sexe, de toute façon ce serait évidemment interdit. Donc Goldman a juste très mal joué en restant opaque, alors que plus de transparence lui aurait évité beaucoup de mauvaise presse. Voilà, il semblerait que l'Apple Card ne discrimine absolument pas les femmes, juste les pauvres, comme tout le monde en somme. La question elle reste quand même, à mon sens, un peu en suspens parce que effectivement, j'imagine bien que ces algorithmes n'impliquent pas que le sexe pénalise le revenu, mais dans quelle mesure est-ce que le fait d'avoir le profil qui correspond à celui d'une femme n'influence pas, tu vois, fortement et en gros, ce qui est mis en lumière, c'est pas forcément l'inégalité entre les hommes et les femmes qui pourrait être arbitrairement amenée par Goldman Sachs ou Apple, mais juste amenée par la société. Et donc, évidemment, ces sociétés de crédit en tiennent compte. Bon, on n'a pas le fond de l'histoire, mais effectivement, l'enquête montre qu'il n'y a pas de discrimination aussi bête et brutale sur le sexe du titulaire de la carte. Pour acheter, de toute façon, des produits, on va pas toujours se servir de la carte de crédit Apple, notamment si demain, Guillaume, tu veux t'acheter une Tesla, peut-être que tu vas pouvoir utiliser ton immense portefeuille en Bitcoin que tu collectes depuis des années. Oui, et que je cache soigneusement pour rester crédible. Non. Sous ton matelas. Les cartes graphiques sous ton matelas. Ah là là, bah oui, mais en même temps, ça me tiendra chaud l'hiver, ça sera une idée, ça. Et oui, c'est vraiment pas payer sa Tesla à Bitcoin, d'ailleurs, voilà, c'est à peu près tout, la news, elle s'arrête là. Vous voyez, vous pouvez effectivement payer votre Tesla en Bitcoin, vous pouvez envoyer votre numéro de wallet, et c'est, pourquoi pas. Est-ce que les personnes qui ont beaucoup de Bitcoin sont pas parfois aussi les personnes... Non, j'ose pas te poser la question, mais dans mon inconscient, j'ai l'impression que les personnes qui ont beaucoup de Bitcoin sont parfois beaucoup des truands, beaucoup des personnes qui font du commerce pas très très honnête. Est-ce que c'est pas une fantastique opportunité de blanchir de l'argent, cette histoire? Tu peux acheter plein de... si t'as beaucoup de Bitcoin, t'achètes plein de Tesla et que tu les revends, ça peut être probablement une manière de blanchir ton fric. On est d'accord. Pourquoi pas? C'est vrai. Ça y est. D'autant qu'elle conduit presque toute seule, Guillaume. Oui, elle conduit presque toute seule. En fait, c'est ça, on a eu une vidéo de 13 minutes de AI Addict qui fait conduire donc une Model 3, c'est dans le centre-ville d'Auckland.
Et là, on comprend tout de suite mieux quand même pourquoi le full self-driving de Tesla n'est pas considéré par Tesla lui-même comme autre chose qu'une aide à la conduite, et pas comme une solution de conduite autonome. Parce que bon, le gars a quand même dû intervenir une bonne dizaine de fois, au moins. C'est terrible, parce que finalement, la voiture conduit bien, et prudemment, au moins 95% du temps. Le problème, c'est que dans les 5% restants, elle se plante de voie, elle s'arrête derrière une voiture avec les warnings, mais elle repart plus, parce qu'elle sait pas quoi faire. Elle frôle dangereusement les trottoirs, elle manque de se payer une voiture, puis une autre, puis une grille. Bon. Évidemment, c'est un centre-ville, avec des marquages pas parfaits, des feux placés parfois bizarrement, des arbres qui cachent la vue, des piétons, des cyclistes partout, de la circulation dense, c'est beaucoup plus... évidemment, c'est beaucoup pour ce pauvre petit FSD qui, s'il marche plutôt bien en banlieue, quand il y a personne et sur autoroute, il se voit quand même régulièrement dépassé par les événements, quoi. Franchement, ce que les ingénieurs de chez Tesla ont fait est déjà impressionnant. C'est incroyable de voir une voiture se conduire toute seule les 95% du temps où elle y arrive. Mais bon, les 5% restants rendent le système inacceptable. Si t'es pas vigilant tout le temps, tu risques l'accident. Pour de vrai, ça peut être juste un accrochage, mais ça peut être plus grave. Je veux dire, à la limite, tu peux te prendre une voiture par le flanc. C'est pratiquement un moment, ça a été vraiment juste. Donc les propriétaires de Tesla avec FSD risquent de se retrouver quand même en alpha pendant, je sais pas, les 5 prochaines années au mieux, tu vois, peut-être 10. Voilà, combien de temps avant un FSD qui passe en version Gold? Je sais pas, est-ce que le FSD est une sorte de Star Citizen de la voiture? C'est un peu le Gmail, il va rester en bêta pendant tellement longtemps qu'on saura pas quand il passera en version finale peut-être. Au passage, peut-être qu'il faudra aussi compter avec un nouvel acteur dans les véhicules électriques, à défaut des véhicules intelligents, ça on n'en sait pas plus, mais en tout cas les véhicules électriques, puisqu'il y a Xiaomi qui a annoncé se lancer dans la voiture électrique avec 10 milliards pour commencer d'investissement, mais évidemment il y a sans doute beaucoup d'argent qui va rentrer dans ce choix. Ils disent que un véhicule électrique, après tout, c'est comme un smartphone avec 4 roues. C'est ce que disait Lei Jun lors de la présentation. Intéressante la comparaison, peut-être pas totalement fausse, mais la comparaison a peut-être ses limites aussi. En tout cas, il faut continuer à raisonner avec de l'intelligence. Non mais c'est un grille-pain. La comparaison. Ouais, j'aime bien la comparaison. Un grille-pain, c'est un smartphone sans écran, finalement. Oui, ok, effectivement, c'est vrai qu'ils chauffent tous les deux. En tout cas, les véhicules intelligents sont ceux qui sont dotés d'algorithmes avec intelligence artificielle. Et justement, on va parler un tout petit peu d'intelligence artificielle parce que là, on a quelque chose de très intéressant. L'intelligence artificielle qui rapporte de l'argent, Guillaume, c'est ça ? Mais c'est ce que nous dit Sam Altman de OpenAI, il nous fait rêver. Voilà, il nous annonce que la révolution de l'IA dépassera encore emporter toutes les autres grandes révolutions de l'humanité, comme l'agriculture, la révolution industrielle ou l'ordinateur. Dans 10 ans, en automatisant presque tout. Pas fou. Ah, alors ça, l'avenir nous le dira. Voilà, l'avenir nous le dira, effectivement. Bon, lui, il dit que dans 10 ans, en automatisant presque tout, et en taxant le capital plutôt que le travail, chaque Américain pourra recevoir un revenu de base de 13 500 $ par an. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est exactement ça. La capitalisation boursière des compagnies américaines pourrait doubler. Et ce n'est que le début. Les 100 prochaines années nous porteront probablement plus de changements qu'on en a connus depuis la domestication du feu. Oui, c'est ce qu'il dit. Je rigole pas, c'est ce qu'il dit. Et effectivement, quand je vois le changement climatique s'accélérer et les catas s'accumuler au-dessus de nos gueules, peut-être que je me prends à le croire, effectivement, qu'il y aura beaucoup de changements dans les 100 prochaines années. Mais bon, de fait, GPT-3, leur dernier modèle de super langage, leur super modèle de langage à 4 milliards de paramètres, il est quand même désormais utilisé par des dizaines de milliers de codeurs, 300 apps différentes, et il produirait 4,5 milliards de mots par jour. Mais quelle bazarette! Bon, en même temps, bazarette, c'est un peu son unique raison d'être, c'est quand même son boulot. GPT-3 est en passe d'intégrer des produits, des jeux vidéo, des analyses de texte, des réponses automatiques, tout ça c'est très bon pour OpenAI et pour Microsoft, au passage. Et donc oui, Sam, il est ultra optimiste. Bon, cela dit, on jugera plus tard de la qualité de tout ça, puisque GPT-3 n'est pas à l'abri de partir dans le décor, comme plein d'autres modèles avant lui. Et il y a une étude du MIT qui pointe de nombreuses erreurs qu'ils ont trouvées dans les grands ensembles de données qui servent d'entraînement au modèle. En moyenne, à 3,4% sur une dizaine de datasets, donc des erreurs qui affaiblissent donc ces modèles. Et ça, c'est quand on a beaucoup de données, parce que quand on en a peu, c'est encore pire. Et bon, tu sais qu'il y a eu une urgence sanitaire là dernièrement.
Donc dans cette urgence, on a développé des algos censés diagnostiquer le Covid-19, et ça risque de se révéler un poil douteux parce qu'il y a quand même une coalition de chercheurs qui a épluché la littérature sur le sujet. Il y a quand même 2200 papiers qui touchent de près ou de loin à ce truc-là, mais bon, il y en a que 320 qui sont vraiment dans le sujet, il y en a que 62 qui présentent une étude systématique, mais bon, la moitié n'a même pas essayé de confirmer par des tiers la validité des datasets. Elles n'ont pas testé la robustesse du modèle ou présenté la démographie des patients, pas plus que les biais ou même juste la qualité des clichés, parce que parfois ils ont utilisé des clichés qui sont d'une qualité pas terrible et forcément ça affaiblit encore. Donc beaucoup de ces datasets étaient des composites avec des doublons et il y a seul un papier sur 5 qui publiait son code. En conclusion, en l'état, ils estiment qu'aucun de ces modèles n'est susceptible de transcrire un outil clinique fiable. Donc l'utopie IA peut-être, mais pas tout de suite. Voilà. Pour l'instant, l'IA, elle joue à Minecraft. Et c'est pas une blague d'ailleurs, c'est pas une blague du tout. Il y a des chercheurs qui ont entraîné un automate cellulaire neural, sur des modèles Minecraft, donc des petits, voilà, des petits châteaux, des petits appartements, et même des petites machines. Parce que sur Minecraft, tu peux faire des petites machines, qui fait des petites machines, des petits trucs qui bougent, où il y avait même une espèce de mille pattes comme ça qui bouge, qui avance. Et l'algo a réussi à reconstruire à partir de quelques briques, donc le modèle final, ou à le réparer quand tu l'endommages. Donc, par exemple, tu coupes en deux le caterpillar, là, le mille-pattes, et donc tu le coupes en deux, et au bout d'un certain nombre de trucs, l'automate cellulaire réussit à faire 2 mille-pattes identiques qui fonctionnent. C'est assez impressionnant, c'est assez marrant de voir ce genre de truc. Eh ben, je ne doute pas que l'intelligence artificielle joue mieux que moi à Minecraft du si peu que j'ai testé. On va parler un petit peu des non-fungible tokens, des NFT, dont on a déjà un petit peu parlé dans les précédents épisodes, parce que il y a une nouvelle étape dans l'actualité de ces actes de propriété sur base de blockchain, comme j'aime à les percevoir. Il y a des éléments du New York Times et même Numérama qui a mis à disposition via NFT un tweet. Alors c'est intéressant de voir que les médias commencent à s'emparer de ce sujet. Est-ce que ce serait signe d'un buzz, Guillaume ? Non, mais non, quel buzz, tu veux rire? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors New York Times a fait son NFT, effectivement, donc c'est un jeton sur le premier article jamais publié par le Times, qui est parti pour l'équivalent de $500,000. Et dans le même ordre d'idée, Numérama a fait un NFT sur un tweet avec une image des membres de la rédaction sous forme de peinture de leur naissance. Et d'ailleurs, certains auraient sans doute dû lever leurs lunettes, parce que l'algo a manifestement du mal avec certaines montures. Mais bon, moi je dis ça. Bon, l'enchère est pas finie, mais bon, vu le prix actuel, il est peu probable qu'il atteigne le record du New York Times. L'un comme l'autre reverseront les gains à des associations. Bon, alors à la limite. Enfin bon, en tout cas, que vous achetiez le jeton sur l'article ou sur le tweet, ne croyez pas qu'il deviendra éternel pour autant. Hein. Attention, parce que on a déjà des cas de NFT vides répertoriés. Et il y en a encore bien plus dans un futur proche. C'est un article de Vice d'ailleurs qui cite le cas d'un gars qui a acheté un NFT sur un JPEG d'Elon Musk et qui a disparu. Alors attention, le NFT disparaît pas. Il faut bien garder à l'esprit ce qu'est un NFT quand même. Donc un NFT, c'est un jeton cryptographique unique émis sur la blockchain Ethereum en l'occurrence, mais ça pourrait être une autre. En fait, NFT c'est un concept, hein, c'est juste le concept de... C'est une classe de jetons qui chacun sont uniques, c'est-à-dire des jetons qui ne sont pas interchangeables. Donc une implémentation de ce concept de jetons non interchangeables, c'est un standard de smart contract sur Ethereum, hein, qui s'appelle ERC 721 je crois. Jusque-là, pourquoi pas? Il y a une classe de jetons fongibles pour la monnaie, qui est l'Ether, et une classe de jetons non fongibles pour d'autres usages. Bon, jusque-là, pas de souci. Bon, le problème, en fait, il vient avec l'usage qui est actuellement fait des NFT sur Ethereum pour acheter, non pas des œuvres d'art, attention, mais des jetons créés à propos de ces œuvres d'art. Donc un NFT, donc un jeton non fongible, donc unique, ne contient en fait que très peu de données. Il contient les signatures, l'adresse du portefeuille. Il contient aussi, la plupart du temps, enfin, en général évidemment, un lien vers l'œuvre, ou le tweet, ou whatever, ce que vous voulez. Donc, si le NFT est sur Ethereum, bon, l'œuvre, non, attention. En théorie, je pense qu'il serait techniquement possible d'inclure un JPEG, par exemple, dans un smart contract. Mais en pratique, c'est pas pensable. Parce que Ethereum étant décentralisé, les smart contracts sont inclus dans des blocs qui sont propagés sur toute la blockchain. C'est-à-dire propagés sur chacun des nœuds, puisque comme pour Bitcoin, hein, Ethereum c'est une blockchain et chaque nœud possède la blockchain en entier. Et donc, quand tu changes la blockchain, il faut que le changement se propage sur tous les nœuds. Et propager des blocs remplis de contrats qui font plusieurs dizaines de mégas, voire gigas si c'est des vidéos, c'est pas possible sans saturer le réseau. Donc en gros, on met juste un lien dans un NFT, du coup la question se pose, un lien vers quoi ? Le plus souvent, c'est un lien vers un site sur l'internet normal.
Donc le NFT de Jack Dorsey, par exemple, hein, il pointe sans doute vers Twitter, tout simplement. Et celui du JPEG d'Elon Musk, il pointe désormais vers une superbe erreur 404. Parce que les liens, comme tous les animaux et nous-mêmes, ils meurent, peu cher. Le lien contenu dans votre NFT acheté aujourd'hui, il y a une bonne chance que dans 20 ans, il pointe juste vers rien du tout. Or, un NFT ne contient presque rien. Donc si le lien disparaît, on peut même simplement perdre la trace de l'œuvre auquel il faisait référence, qu'on ne sait plus de quoi c'est le NFT. Donc ça rend le NFT tout simplement vide. Alors c'est déjà en train d'arriver, hein, et ça ne peut que s'amplifier dans le futur, et étant donné la tendance actuelle à faire un token sur absolument tout et n'importe quoi, on va, ou même sur des œuvres qu'on ne possède pas d'ailleurs, il y a aussi ça. Bon, pour pallier à ce problème, certains utilisent déjà IPFS, ou Interplanetary File System. Donc pour simplifier, c'est un BitTorrent géant, BitTorrent global. C'est comme BitTorrent mais avec un seul essaim, qui ferait pour toute la planète. Donc les données sont décentralisées, et du moment que quelqu'un quelque part a une copie de l'œuvre, elle peut être retrouvée. Alors, évidemment, c'est pareil, hein, il faut que quand même au moins quelqu'un dans le monde ait l'œuvre, enfin en tout cas sur le réseau IPFS. Si personne sur le réseau IPFS a votre œuvre et que tout le monde la vire, évidemment elle disparaît aussi. Mais c'est quand même un petit peu plus sûr si c'est quelque chose d'assez connu, quoi. Bon, après... Enfin bon, ce serait quand même marrant que la folie NFT actuelle fasse décoller IPFS, hein, ça serait plutôt cool en fait. C'est pas nouveau IPFS, hein, mais j'ai l'impression que ça reste un peu underground encore. C'est pourtant vu comme le futur du web par certains, un véritable remplaçant de HTTP. Mais bon, c'est vrai que le web étant consommé via les grandes plateformes, en gros, tu vas plus sur Internet, tu vas sur Facebook, tu vas sur Instagram, sur Twitter, mais c'est peut-être aussi que si les grandes plateformes s'y mettent pas, c'est vrai que c'est un peu normal que finalement peut-être ça décolle pas, je sais pas. En tout cas, c'est inclus dans Brave, dans le navigateur Brave, IPFS quand même, et Cloudflare aussi a mis une gateway en place. Pour l'instant, ça reste un super torrent, mais si la fièvre NFT peut démocratiser le truc, écoute, franchement, ce serait bien plus intéressant de savoir à quel prix a atteint le NFT sur tel ou tel GIF animé, hein, franchement. Si je devais faire une analogie avec un titre de propriété d'une maison, c'est comme si on détenait une adresse derrière laquelle il pourrait y avoir plus de maison virtuellement, ce qui quand même est assez lourd de conséquences, et on pourrait avoir l'adresse vers quelque chose, ce qui consiste à posséder le NFT en l'occurrence, mais sans qu'il y ait rien derrière. Non, le problème, si tu veux, c'est que justement, c'est pas des maisons. C'est-à-dire que en fait, une maison, ça s'en va pas facilement. Le truc, c'est que le NFT, il pointe vers quelque chose qui ne t'appartient pas en vrai. C'est-à-dire que quand tu achètes un NFT, tu achètes le NFT, tu achètes le token, tu n'achètes pas l'œuvre, parce que l'œuvre, elle reste sur Internet et elle s'en fout complètement en fait. Hein. Je veux dire, l'œuvre, elle est déjà présente à des milliers d'exemplaires sur Internet, et ça va pas changer. C'est exactement comme quand quand t'achètes, tu sais, quand on t'offre de mettre ton nom à une étoile, tu sais, on te donne un titre de propriété d'une étoile. Ou je sais plus donc quoi, t'as un petit papier qui te dit, ah, cette telle étoile-là, tu sais que tu vois pas l'œil nu, elle porte ton nom. Alors c'est très mignon, c'est très poétique, mais l'univers il s'en bat les steaks de toi. Je veux dire, ça change rien pour l'étoile, si tu veux, toi t'as ton, tu vois. Mais le truc c'est que effectivement c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu achètes le NFT sur un GIF animé qui circule sur Reddit depuis 10 ans, ça change rien pour le GIF animé. Tu l'achètes, tu achètes quoi? Non, tu l'achètes pas lui, tu achètes un NFT qui fait référence à ce truc-là, c'est tout. Oui, c'est certain. Après, j'ai le sentiment, j'essaye de me faire un petit peu l'avocat du diable pour bien comprendre la démarche qu'il peut y avoir derrière, mais j'ai le sentiment que quand des personnes sont volontaires, un peu éclairées, peut-être pas toutes les personnes qui le font, mais les personnes éclairées qui sont volontaires pour se porter acquéreur d'un NFT, ont sans doute envie d'avoir la reconnaissance de la propriété de quelque chose plus que de posséder le truc. Pourquoi ils le font? Je sais pas pourquoi ils font comme ça? Parce que d'après ce que je comprends quand même, un NFT est un token sur Ethereum, c'est anonyme. Donc ça veut dire, si tu veux, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est, si je comprends dans une certaine mesure, puisque effectivement ça ouvre à la spéculation. Et en fait, c'est ça le truc. Guillaume. Non, mais le truc c'est que si tu veux donner du fric à un artiste, c'est très facile. Tu donnes du fric à un artiste, cet artiste peut même te créditer. Donc tu as ton nom écrit quelque part sur une œuvre en tant que mécène. Ça s'appelle le mécénat. Je veux dire, c'est pas un truc super nouveau, quoi, tu vois. Bon. Mais le truc, c'est que quand tu fais du mécénat, tu le fais one shot, quoi. Bon, voilà, tu peux pas revendre ton mécénat. Là, si tu achètes un NFT sur une œuvre, tu donnes du fric à l'artiste. Bon, ça, pourquoi pas, c'est très bien. Mais après, tu peux revendre l'action d'avoir donné du fric à cet artiste, qui peut se revendre plus cher quelque part. Ça, c'est vraiment zarbe, c'est-à-dire que tu peux revendre cette action-là, tu peux revendre cet événement quelque part. C'est ce qui est
Et en fait, c'est le seul avantage du NFT, parce que sinon, effectivement, t'as qu'à filer du fric à l'artiste, quoi, tu vois, c'est pas un souci, ça. Ce qui serait intéressant finalement, c'est si jamais il y avait des personnes qui nous écoutent, qui pourraient nous témoigner un peu de leur volonté d'acheter des NFT sur des sujets. Si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter, ça peut être intéressant qu'on échange ensemble. Bon, on va les laisser de côté quand même nos NFT, Guillaume. On va plutôt parler de processeurs. Une chronique des composants se cache dans cet épisode. On va reparler de cette pénurie, alors qui ne s'arrange pas, notamment du fait du blocage du canal de Suez, dont on parlait au début de l'épisode. Il semblerait que ça aura aussi ses impacts durablement sur l'approvisionnement des composants qui subissaient déjà la pénurie, au moins dans une partie. On verra dans les jours à venir. En tout cas, un petit point d'actu sur les catastrophes dans ce domaine, Guillaume. Bah après les sécheresses et les super porte-conteneurs échoués, voilà les incendies. Ouais, c'est alors le porte-conteneur, je sais pas s'il affectait directement les puces, c'est plutôt le pétrole, j'ai l'impression, mais bon. Non, ça a plutôt pénalisé l'ensemble de la circulation de plein de choses. Ouais. Un petit peu tout, hein, ouais, faut dire qu'il y a eu plein de... Bah là, de toute façon, c'est un peu l'année de la supply chain, quoi. Hein. C'est peut-être la décennie, la supply chain, je sais pas. Elle est chahutée. Allez écouter l'épisode sur la supply chain qu'on a fait, qui s'appelle Made in Asia. Dans le flux, vous remontez de quelques épisodes. C'est vrai qu'elle est quand même chahutée. On réalise combien elle est complexe, hein, combien elle est importante et fragile. Et donc, c'est donc quand même dans ce genre de contexte quoi, que General Motors et Hyundai étaient déjà en train de stopper des chaînes de production, faute de composants. Et oui, ça risque de pas trop s'arranger tout de suite, parce qu'il y a un gros incendie chez Renesas, qui est un fondeur japonais qui produit beaucoup de puces pour automobiles. En fait, il a quand même 30% du marché. Il y a 17 machines qui ont été détruites et des installations de circulation d'eau et de purification d'air. Donc voilà, le bâtiment N3 mettra au moins un mois à s'en remettre. C'est un mois pendant lequel seront produits encore un petit peu moins de puces. Donc c'est la dèche, hein, voilà, c'est la méga dèche, et on est même au bord du gouffre, puisque certains parlent d'une pénurie prochaine de café. Ouais, il y a une sécheresse au Brésil, et les prix, voilà, il y a des tensions dans les chaînes d'approvisionnement aussi, je sais pas, merci Canal de Suez sans doute encore. Donc ça pourrait faire monter les prix, voilà. Et quand on vous dit que le changement climatique c'est du sérieux, qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus, hein? C'est le café qui est en danger, le café. Bon, il n'y a pas qu'au Brésil, hein. La sécheresse, ça s'arrange pas non plus à Taïwan, hein. C'est la pire depuis 67 ans, le rationnement d'eau va commencer. Début avril pour les ménages, et aussi de 15% d'ailleurs déjà sur les parcs technologiques et scientifiques de Taichung. TSMC est aussi en partie sur Taichung. Il va compenser en faisant venir une centaine de supertankers remplis d'eau, ça va lui coûter des dizaines de millions de dollars, et le prix ne va faire que croître. À tel point d'ailleurs qu'il y a des rumeurs sur des hausses des prix de vente des puces de 15 à 25%. Il pourrait finir par arriver. Donc on voit bien... On a quand même bien le souci d'avoir un fournisseur unique, ou presque, hein, ou en tout cas un petit nombre de fournisseurs qui sont très éloignés, qui sont tous en Asie. Alors forcément, l'annonce événement d'Intel la semaine dernière va redonner un petit peu d'espoir, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé, Intel ? Intel, c'est vrai qu'il est chahuté depuis quelques années avec AMD, hein, et Apple, voilà, et ses propres soucis industriels, le pauvre. Donc AMD et Apple n'ont pas, puisque ils fabriquent pas eux-mêmes. Et justement, même si les puces Intel sont pas forcément compétitives tout le temps, elles existent, hein, et en cette période de pénurie, elles sont les bienvenues, parce que bon, parfois, c'est pas besoin d'être le meilleur, il suffit d'être le seul. C'est déjà pas mal. Donc ça montre aussi le besoin d'avoir plus de fabricants, quoi, plus d'acteurs dans le milieu, de déconcentrer la production de puces. Mais justement, Intel avait annoncé qu'il allait outsourcer, je sais pas si vous vous souvenez, une partie de sa gamme dans les 2 ans à venir. Une décision qui était rationnelle, hein, en termes de coûts, mais qui était sur le plan stratégique très inquiétante. Donc c'est avec joie qu'on a appris qu'Intel allait non seulement continuer à produire des puces, mais qu'il allait doubler la mise et même produire des puces pour d'autres gens. Donc il va mettre 20 milliards de dollars sur la table pour construire 2 nouvelles usines en Arizona, et en 2023, Intel va lancer des puces, alors ses propres puces à lui, les Meteor Lake en 7 nanomètres ultraviolet extrême, donc à ses propres chaînes. Donc c'est usage généralisé cette fois, hein, des ultraviolets extrêmes, donc voilà, ça va grandement simplifier le processus, et donc ça pourrait marquer 2023 la fin de la traversée du désert, en fait, pour Intel, avec un nouveau process qui pourrait le ramener en position de lead. On verra bien, puisque TSMC utilise aussi l'ultraviolet extrême, mais pas sur toute la chaîne, donc il est possible que ça lui donne un avantage. En tout cas, même en 2023, Intel va quand même faire appel à TSMC en complément pour diverses puces, mais là où c'est inédit, c'est qu'Intel compte proposer un service de fabrication pour des tiers exactement comme TSMC le fait aujourd'hui. Donc les chaînes Intel pourraient servir à Nvidia, IBM, Google ou Qualcomm, hein, qui sont par ailleurs d'ailleurs tous partenaires d'Intel sur ce coup, et c'est facile de voir pourquoi. C'est quand même rassurant d'avoir son fondeur sur son propre territoire,
Les problèmes logistiques sont super simplifiés par rapport à Taïwan, ou Japon, ou autre. Et bien sûr, géostratégiquement, c'est nickel. Parce que les 2 prochaines fabs en Arizona, c'est que le début. Intel veut aussi étendre les capacités en Europe et partout ailleurs. Et il va s'allier à IBM sur la recherche sur les futurs packaging et les futurs composants. Donc les futurs composants, c'est-à-dire les futurs portes logiques, c'est vraiment les trucs les plus fondamentaux que tu puisses imaginer. Bref, Intel veut pas juste surnager face à la concurrence asiatique, il veut devenir le champion du semi-conducteur occidental, carrément. Donc il veut non seulement créer les meilleures puces pour PC et serveurs, mais aussi devenir l'interlocuteur naturel de n'importe qui veut produire une puce en Europe ou aux États-Unis, pour tous les secteurs. Automobile, console de jeu, téléphone, sextoy connecté, tout ce que tu veux. Il veut rendre sa souveraineté technologique à l'OTAN, en gros. Ce qui ne peut que séduire les politiques américaines d'ailleurs, qui cherchent aussi à réindustrialiser le pays. Donc ça va s'appeler IDM2 pour Intel Design and Manufacturing 2. Ça peut que séduire tout le monde. Et d'ailleurs, brièvement, l'action de TSMC a chuté. Alors, oui, brièvement. Parce que si on salue clairement l'ambition d'Intel, évidemment, c'est pas fait. Et puis ça va pas être facile. Parce que quand même, il faut non seulement que les produits soient compétitifs en termes de performance, évidemment, mais il faut aussi qu'ils soient compétitifs en termes de prix. Et Intel va se battre quand même contre des salaires taïwanais. Et il y a des analystes taïwanais, d'accord, mais quand même, qui pensent que c'est son talon d'Achille. Moi, je serais ravi de voir une alternative à TSMC ou Samsung, évidemment. Clairement, ça va demander des sous. Des chercheurs de ces Samsung, justement, estiment que la concurrence pourra avoir à investir jusqu'à 150 milliards pour dépasser TSMC. Samsung lui-même dépense des fortunes colossales pour se maintenir à flot, plus de 20 milliards par an. Mais Samsung produit aussi de la flash, donc c'est peut-être pas forcément totalement comparable, mais quand même. Et ils estiment qu'à moins de 150 milliards sur 5 ans, un gouvernement ne peut pas espérer tenir la cadence. TSMC lui-même dépense entre 25 et 28 milliards cette année. Donc la transformation d'Intel, elle est ambitieuse, et en fait, elle est tellement ambitieuse que ça me rappelle carrément la conquête spatiale. Il faut voir que 150 milliards, c'est le prix d'un programme Apollo. Et le prix actualisé, un programme Apollo coûterait aujourd'hui 150 milliards de dollars. Donc le contraste est saisissant quand même, entre Bob Swan, qui était l'ancien CEO d'Intel, qui était financier, et qui voulait maximiser les bénéfices, et donc Pat Gelsinger, le nouveau CEO d'Intel, qui est un ingénieur, et qui lance carrément un programme Apollo pour les semi-conducteurs. Je pense que on en est à peu près là. Donc il y a des enjeux de politique internationale et qui sont pas moins importants d'ailleurs de ce point de vue-là. Donc Intel veut décrocher la Lune, carrément, et il sera probablement aidé d'ailleurs par le New Deal de Joe Biden. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'aide gouvernementale pour qu'il y arrive. Espérons qu'il y arrive. Tu sais que c'est un mouvement qui est fréquent dans des entreprises et qui est signe d'une très grande intelligence dans le long terme quand des boîtes sont capables d'avoir des dirigeants qui sont des vrais trésoriers, qui sont capables de maximiser l'optimisation des revenus, de faire en sorte d'être efficaces dans la collecte de leur trésor de guerre et de succéder à un dirigeant qui va utiliser ce trésor de guerre pour propulser l'entreprise dans une autre dimension. En tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils y parviennent, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on a tous à y gagner, à avoir un Intel qui continue à être dynamique, à proposer des choses, à innover et à donner un petit peu le rythme de la course. On le suivra ensemble. En attendant, on va parler un petit peu de jeux vidéo parce qu'on a quelque chose d'inédit à vous présenter, à vous relayer. Qualcomm qui veut proposer quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, une console Android, Guillaume. Quelle bonne idée. Oui, une console Android. Oui, une console Android qui ressemblerait vraiment beaucoup à s'y méprendre à une Switch, puisqu'elle elle ferait 6 pouces 65, elle serait 1080p, et elle aurait surtout des trucs qui ressemblent énormément à des Joy-Con. Donc c'est en gros, c'est une sorte de téléphone avec des Joy-Con que tu peux enlever et remettre. Elle aurait un slot SD sur Android 12, et elle serait 5G. Bon, voilà, on s'en fout un peu, mais voilà. Et donc effectivement, c'est une console Android. Alors, ok, une console Android, c'est vrai que ça s'est jamais vu, c'est pas comme si GPD, Moki, JXD, Pandora, Nvidia, Poki, Big Ben, Etebex, Ambernic, Arcos, Semtech, Xibukuya, bon, voilà, Mojo, Retroid, Mediamagic, Mitachi, Nips, bon. Si il y avait pas déjà beaucoup de monde qui fabriquait des consoles Android, j'aurais pu trouver ça exaltant. Évidemment, ce sera une console Android assez qualitative et assez chère, mais on n'est même pas sûr en fait que ce soit un design de référence ou quelque chose que Qualcomm va vendre lui-même. Bon, une console Android puissante, certes, à 300 balles, je ne sais pas exactement à quel point ça va intéresser pour jouer à des jeux Android, mais peut-être, on va savoir. Après tout, je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui jouent en particulier en Asie, qui jouent sur téléphone.
Il y a des trucs comme PUBG ou voilà, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas quelque chose de très original, a priori, mais bon, va savoir. Et puis, il y a beaucoup d'utilisateurs aussi. Allez, non, j'enlève le beaucoup parce que j'ai pas une idée des proportions, mais il y a aussi des utilisateurs qui s'appuient sur ce type de machine pour faire tourner des émulateurs et arriver à faire tourner d'autres jeux qu'ils peuvent avoir sur d'autres consoles dans des conditions légales plus ou moins discutables. Guillaume, je sais que tu es l'heureux propriétaire d'une PS Vita et tu en as été très très content. C'est peut-être ta console préférée, non? Si je dis pas de bêtises, peut-être je m'avance. Non, bah, je sais pas si c'est ma console préférée, c'est compliqué, c'est comme mon plat préféré, je sais pas, je sais jamais répondre à ce genre de truc. C'est quoi ta couleur préférée? T'as tellement de bon goût que tu... Mais j'aime tout, c'est pour ça. Et donc oui, j'aime la PS Vita aussi, j'ai aimé la PS3, j'ai aimé la PSP, et elles seront toutes orphelines de Play Store très très prochainement, puisque le Play Store ferme sur PlayStation 3 le 2 juillet, ainsi donc sur PlayStation Portable, et sur PlayStation Vita ce sera le 27 août 2021. Vous pourrez donc plus acheter sur ces plateformes, mais bon, rassurez-vous, vous pourrez quand même continuer à télécharger les trucs que vous possédez déjà. Bon, bah écoute, c'est 15 ans hein, déjà la PlayStation 3, ça fait 15 ans, donc c'est à peu près normal que voilà, on se tourne un petit peu vers l'avenir. La PlayStation Vita, par contre, je sais plus, je crois que c'était 2012, voilà 2012, donc c'est quand même un petit peu plus récent, mais bon. Si on peut continuer à télécharger ce qu'on possède, l'honneur est sauf, j'allais dire, l'aspect historique du jeu vidéo. En tout cas, est si sauf. vous voulez prendre des trucs sur ces deux consoles dématérialisées, dépêchez-vous. Ouais, c'est ça, faut pas tarder, effectivement. Et vous en profiterez aussi longtemps que vous pourrez en profiter. C'est pas garanti, mais en tout cas, ça devrait continuer pour l'instant. Cyberpunk, mis à jour, Guillaume? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une news débile, mais... Donc, Cyberpunk, bon, non, c'est les Project Red avaient dit, lors du dernier... tu sais qu'ils avaient décalé leur jeu encore une dernière fois, ils disaient, non, mais de toute façon, on le sortira quand il sera fini, tout ça, bon. Après, il est sorti, donc il y a eu un premier patch dans l'urgence. Là, maintenant, il y a le patch 1.2 qui est sorti, et si tu veux, je crois que j'ai jamais vu une liste de bugs fixes et de changements aussi longue. J'ai vu passer la taille de la mise à jour, c'était monstrueux. Oui, alors c'est 28 gigabytes sur PC, je crois que c'est encore pire sur console. Et j'ai fait CTRL-P, j'ai imprimé le changelog, quoi, la liste des bugs que ça fixait. L'impression... Tu l'as vraiment imprimé? Non, j'ai imprimé en PDF. Je l'ai imprimé en PDF, ça fait 33 pages. Il y a 33 pages de bugs corrigés dans le patch numéro 1.2. Ah bah ça va marcher mieux après, hein. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. On va pouvoir commencer à jouer, c'est bien. Bon, je suis mauvaise langue, mais il n'a jamais été un meilleur moment que maintenant pour jouer à Cyberpunk. Non, je pense que le meilleur moment ce sera après le patch 1.3, mais ça c'est un autre. Ah bon, tu crois vraiment? Sincèrement, ah bon, d'accord. Bon. Moi, je jouais le jeu du patch note. Moi, je pensais que ce serait vrai. C'est bien sûr, ça sera bien sûr. Il y a énormément de problèmes qui sont fixés sur PS4 et Xbox One déjà, évidemment, et aussi beaucoup sur PC, beaucoup de crash intempestifs à cause de fuite de mémoire, ce genre de conneries qui vont partir. Il y a plein de quêtes et de trucs cassés qui sont réparés. Donc, évidemment, c'est un truc, voilà, c'est indispensable. Bon. Quelques gigas à télécharger ça, c'est magnifique. On pense à ceux qui n'ont accès qu'à une connexion ADSL simple et qui doivent souffrir. Bon, une dernière news dans le monde du jeu vidéo, Guillaume, pour conclure cet épisode. Deux nouvelles licornes, peut-être qu'on connaît pas bien et qu'on n'attendait pas. Je sais pas si tu connais Genshin Impact. Non, le nom me dit quelque chose, mais je visualise pas ce que c'est. Je vais c'est simple en fait. Hein, c'est un Zelda Breath of the Wild, mais façon animée, donc manga animé, si vous voulez, avec voilà, avec un graphisme très cel shading, mais vraiment dans le type animé japonais, sauf que c'est un jeu chinois qui est sorti sur mobile, et qui est après sorti aussi sur PC et console, et qui est super cool, franchement, il est très très bien. C'est un jeu qui est très profond, qui est très grand, qui est magnifique, et qui est gratos, et qui a fait $1 milliard en 6 mois seulement, et uniquement sur mobile. C'est absolument incroyable. Alors du coup, la question qui brûle les lèvres, c'est comment peut-on faire autant de revenus avec un jeu gratuit? Avec les achats in-app, hein. Oui, mais quel type d'achat in-app? C'est comme d'habitude, hein, c'est pour... c'est des cosmétiques ou des items, c'est des trucs... Oui, non, mais il n'y a rien de... Okay. Enfin, c'est assez classique, mais si tu veux, le jeu est très très attrayant. Il est... si on vire la Chine, je crois qu'il est numéro 1 d'ailleurs dans le monde, il me semble.
Et donc Genshin Impact, c'est un énorme succès, c'est un jeu chinois, donc voilà, ça montre que voilà, la Chine peut produire des énormes blockbusters, et le fait qu'il soit gratuit est assez incroyable. Enfin, vous pouvez le tester, franchement, sur PC, il tourne très bien sur à peu près toutes les configs. Sur téléphone, il faut avoir un téléphone un peu puissant pour en profiter bien, mais c'est vrai que franchement, sur PC ou console, il est très très beau, et c'est normal, quoi. C'est normal que ça ait beaucoup de succès. Et un autre succès qui a énormément qui est peut-être aussi surprenant, c'est Rec Room. Alors Rec Room, ceux qui font de la VR le connaissent sans doute. Rec Room, c'est une application gratuite qui permet de faire des espaces virtuels que tu peux partager entre amis et dans lesquels tu peux faire des petits jeux ou te réunir, regarder des films, etc. Et Rec Room, c'est donc disponible sur Steam, sur PSVR, etc. Et ce truc-là, donc, a connu une bonne accélération, un énorme boost durant la pandémie. Et maintenant, c'est devenu la première licorne VR, puisque Rec Room donc, est désormais évalué à 1,25 milliard de dollars. C'est assez extraordinaire, donc ils se sont refinancés à hauteur de 100 millions il y a pas très longtemps. Et ça devient donc une espèce de licorne qui va probablement, dans les années qui viennent, faire une IPO, passer en bourse. Et c'est le premier gros poids lourd de la VR, quoi. C'est une sorte de petit espace communautaire comme ça. C'est marrant aussi. Ça donne du crédit en fait au projet de Mark Zuckerberg pour créer des espaces de réalité virtuelle dans le monde de Facebook. Ça valide un peu son concept. Merci beaucoup Guillaume pour toute cette revue et ces chroniques autour du monde de la tech et du jeu vidéo. Je ne peux que vous inviter, si vous aussi vous partagez ce sentiment d'avoir passé un bon moment entre amis et à avoir appris des choses, à avoir eu une synthèse de l'actu tech en moins d'une heure, à venir soutenir le podcast sur Patreon, patreon.com/techcafe, TECHCAFE. Le lien est évidemment dans les notes de l'épisode. Vous aurez accès aux contreparties, aux différentes possibilités pour nous soutenir. Là encore, si jamais vous avez envie d'allumer une cigarette en ce moment, peut-être qu'il y a des alternatives pour mieux dépenser votre argent. Et puis, évidemment, je vous incite plus que jamais à aller écouter d'autres podcasts, à commencer par Paracult. On vous a parlé de choses lynchiennes dans le dernier épisode avec Wetmoon et Soil, donc sur traitement bande dessinée, mais avec un esprit qu'on qualifiera de lynchien. Et puis, je vous ai parlé dans cet épisode de VOA, la série de Netflix qui est probablement annulé, vous comprendrez pourquoi je dis probablement en écoutant l'épisode. Et puis je vous invite aussi à aller écouter Relife avec un tout nouvel épisode qu'on a mis à disposition ce week-end sur le deep work. Donc si vous voulez tout savoir sur ce que c'est ce travail en profondeur, c'est Relife, ça s'écrit RELIFE. Pour la petite anecdote, il y a un manga Relife que je ne connais pas du tout, mais que je connais parce que ça a le même nom que le podcast, et il faudra que je creuse parce que peut-être que ce sera une future recommandation de Paracult. Si vous connaissez Relife, si jamais vous êtes fan, le manga, dites-le nous, ce sera peut-être l'opportunité. C'est fort possible, je connais pas. Faudra que je creuse. Eh ben oui, voilà, ça te fait du boulot en plus pour Paracult, tu vois. Vous pouvez nous retrouver individuellement, Guillaume, ou est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur Internet? Probablement devant Relife maintenant. Ah bah forcément, oui, j'aurais dû m'en douter. Moi c'est Guillaume Vendée, guillaumevendée.fr, Guillaume Vendée sur Twitter, sur Instagram et dans ma newsletter, newsletter.guillaumevendée.fr. Merci beaucoup à vous de votre fidélité, merci d'écouter les épisodes chaque semaine, merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui partagent l'émission sur les réseaux sociaux, un petit tweet, une petite publication ou auprès de vos collègues, de vos amis, on est évidemment toujours très preneurs. Merci beaucoup de votre fidélité, à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.